1, 2, 3, 4. Yeah. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonnes vacances pour ta part. Pas de vacances du tout pour ma part, mais j'espère que vous avez passé, vous, un très très bon été. Faut le dire à ceux qui nous écoutent. Chers amis, j'espère que vous avez passé un été chaud et vous en passerez un hiver qui ne le sera pas moins. On va voir tout ça dans nos points internationaux et nationaux. On va d'abord commencer par les actus du Cercle Aristote. Alors, cette partie va être un tout petit peu plus longue que d'habitude, parce que là, c'est la rentrée, donc des actualités, on en a un certain nombre, voire un nombre certain. Donc, premièrement, vous avez tout ce qui a trait au mois en cours, donc au mois de septembre. Vous avez la rentrée des conférences du Cercle, donc on a déjà eu Laurent Ozon au moment où cette vidéo est tournée. Vous aurez eu le 12 septembre Jacques Beau, donc l'ancien officier du service de renseignement suisse, cofondateur du service de renseignement de l'ONU, qui s'est fait remarquer pour plusieurs ouvrages sur la campagne d'Ukraine. C'est d'ailleurs sur ça qu'il vient au Cercle de 12. Une conférence thématique et très très formatrice sur l'économie circulaire vous attendra le 19 avec Eric Froment. Ensuite, nous aurons l'immense honneur de recevoir le professeur Christian Perron. J'espère que le fait de prononcer son nom ne me vaudra pas embastillement. Et vous aurez le 3 octobre Olivier Piacentini. Alors justement, si vous voulez vous tenir au courant de toutes les conférences, vous avez la newsletter qui va s'afficher. Donc vous avez deux moyens de la joindre. Le plus simple, c'est la rubrique newsletter du site Cercle Aristote. Et pour ceux qui ne la trouveraient pas, il y a le revue.libre@gmail.com pour ceux qui ne la trouvent pas. Donc, une fois que les conférences sont faites, en terminant sur Piacentini, ça nous fait la transition parfaite sur les livres qui arrivent. Vous en avez déjà deux de sortie. Olivier Piacentini, commandable sur le site cerclearistote.com et qui sera expédié par nos petites mimines du service des expéditions, qui a été entièrement remis à Paris pour réduire les délais pour votre plus grand plaisir. Oui, parce qu'on précise quand même, il y a eu un accroissement des demandes. Il y a eu un gros accroissement des demandes et nous, on est obligé en plus de faire des tirages très courts. Je vous rappelle que le papier a pris 70%. Voilà. Et que nous, tout est fait en France. Tout est imprimé en France. Et un ouvrage que je ne peux pas imprimer en France, c'est un ouvrage qui ne sera pas imprimé. Point. Donc, j'ai trop connu d'éditeurs qui le faisaient faire en Slovénie, mais patriotes et français toujours. Hein. Donc, notre service des expés, que je salue et que j'embrasse d'ailleurs, qui se tient à votre disposition. Donc les deux ouvrages en question, L'Occident survivra-t-il d'Olivier Piacentini, qui est notre ami Olivier Piacentini, les habitués de Radio Athéna ou de Radio Courtoisie le connaissent, certains habitués de Sud Radio d'ailleurs. Olivier Piacentini, à la base, a une formation qui est plutôt centrée sur l'économie de l'entreprise. En plus, c'est un homme qui fait un assez beau métier, vu qu'il est sauveteur d'emploi de métier. Donc, il essaye de conseiller les entreprises en difficulté pour qu'elles ne ferment pas. Donc, c'est un chic type. Et c'est un des critiques les plus aigus du mondialisme. C'est son 5e ouvrage sur la question. Et je ne saurais trop vous le recommander. Vous avez également... je peux me permettre d'interrompre, c'est également un très grand cinéphile. C'est également un très grand cinéphile. Et le second, qui est un ouvrage qui est une reparution des classiques des éditions de Jean-Cyril Godefroy, que nous reprenons. C'est un ouvrage qui était devenu introuvable depuis près d'une dizaine d'années, qui était Le vrai génie du christianisme, qui est un homme que j'affectionne particulièrement, qui est Jean-Louis Harwell. Qui est Jean-Louis Harwell ? C'est un des très grands universitaires. Je crois qu'il a même été patron de la section droit du CNU. Et surtout, c'est un très grand historien du droit. Cette race d'intellectuels que j'affectionne en particulier, puisque ils m'ont en partie formé, mon regretté maître Jean-Pierre Brancourt, qui était un homme immense, et tout ce qui est l'association des amis de Guy Auger, et Jean-Louis porte un si joli prénom, le même que celui de mon papa. Jean-Louis Harwell est de ce calibre-là. Il avait fait un ouvrage qui pour moi est un classique du nationalisme en devenir, qui est Revenir à la nation. Il s'était fait des tas de potes avec un ouvrage sur la peine de mort, qui avait fait
grincé quelques dents il y a quelques années, qu'il avait présenté au Cercle. Comme historien des idées, lui, il est plutôt de tendance essentialiste, que je ne suis pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que ce qu'on appelle la droite sont les dérivés en ligne directe du christianisme, alors que la gauche sont des dérivés gnostiques, dont par exemple le culte des droits de l'homme et quelques autres. C'est une vision qui, à mon avis, est discutable. Il les a étalés dans 2 livres, Les droits de l'homme contre les peuples et son ouvrage Gauche et droite, ce n'est pas fini. À titre personnel, je ne suis pas nécessairement de cet avis, mais il a des arguments à faire valoir, ça vaudrait d'ailleurs un bel échange, voire un beau débat. Et c'est un homme absolument délicieux, c'est vraiment un très grand intellectuel qui mérite d'être connu des nouvelles générations. Et là, dans son ouvrage Le vrai génie du christianisme, que dit-il ? Eh bien, il fait le bilan de cette religion qui était la religion de nos pères. J'en parle d'autant plus à loisir que, à titre personnel, ce n'est pas la mienne, mais que certains aiment insulter, décrier, alors qu'elle a un legs civilisationnel absolument gigantesque, et que n'importe qui de sensé, juste de sensé, devrait le reconnaître. Je rappelle que les débats de 1905 ont lieu avec du droit canon maîtrisé sur le bout des doigts par tout le monde, les ultramontains, les laïcards et l'homme qui va être l'arbitre in medium status de la loi de 1905, qui est Jean Jaurès, qui est un homme qui avait fait quand même 2 thèses en latin et qui connaissait en profondeur le droit de l'Église. C'est par exemple grâce à Jean Jaurès que les curés portent encore soutane, vu que les laïcards voulaient les interdire. Et quand je vois des laïcards, par exemple, faire retirer des statues, là je crois que c'est le cas en Vendée, où on veut faire retirer des statues de Saint-Michel, eh bien je dis que ces laïcards-là, moi j'ai été élevé dans le laïcardisme, j'ai été élevé d'ailleurs dans un anticléricalisme de raison. C'est-à-dire des gens qui ne supportaient pas, entre autres, le lien entre l'Église et l'argent, qui, à mon avis, est l'une des principales tares de l'Église catholique. Mais je n'aime pas les laïcards qui font croix-croix derrière Mère Teresa, mais qui n'ouvrent pas mot devant les tapis de prière. C'est courageux de tirer sur une ambulance. Donc, vous voyez, tout cet ouvrage qui, en termes de développement, justement, le lien christianisme-laïcité que les laïcards, là, Vincent Payon, ne comprendront jamais. Vous avez tout ce que nous devons à cette religion qui était la religion de nos pères. Et que n'importe qui de français doit accepter comme legs culturel. Comme disait Charles Maurras, ne vous inquiétez pas, je peux aller en enfer, j'ai été formateur au camp de l'AF, vous voyez, j'ai fait l'IHT et j'ai fait l'AF. Donc j'ai fait Lénine, enfin j'ai fait Karl Marx et Maurras. Je suis bon je suis pas bon pour passer dans Marianne. Voilà, donc vous voyez, comme disait Charles Maurras, métaphysiquement, soyez politiquement français, mais métaphysiquement, soyez ce que vous voulez. Autre, les actus du cercle. Il y en a évidemment beaucoup, il y a eu énormément de changements au cours de l'été, c'est pour ça que nous avons modulé les vacances. Vous allez avoir les premiers ouvrages de Perspective Libre, hein, tous les 2 ouvrages que je vous ai présentés sont chez Jean-Cyril Godefroy. Vous avez toujours le numéro Souveraineté alimentaire. Le premier numéro Identité arrive. Donc vous pouvez maintenant vous réabonner à la revue. Les abonnements sont de retour. Vous avez 3 ouvrages qui arrivent ce mois-ci au moins de Perspective Libre, mais je vous en reparlerai lors du prochain entretien. Un ouvrage sur les relations Chine-Occident, un ouvrage très important sur la souveraineté énergétique et un dernier ouvrage de notre ami Rémy Tell. Rémy Tell, que jeune homme brillant dont nous allons beaucoup parler, parce qu'il sera l'une des chevilles ouvrières de notre passage sur un tout autre format. C'est pour ça, chers amis, suivez-nous, car c'est le dernier GE que vous aurez sous cette forme. Les prochains auront lieu sur la plateforme Twitch. Donc suivez-nous si vous le souhaitez, si vous le pouvez. On vous y donne rendez-vous, vu que nous serons sur cette nouvelle plateforme avec plusieurs émissions hebdomadaires. Vous aurez votre grand entretien qui sera là-dessus. Vous aurez une émission organisée par mon camarade Rémy Tell, qui s'appellera Telle est la question, et certaines émissions thématiques. Plus vous serez nombreux, plus on fera de choses. Donc, n'hésitez pas à nous y suivre.
Les 3 ouvrages, je ne vous les détaille pas nécessairement, puisqu'ils seront de toute façon l'objet du prochain GE. Vous allez avoir une grosse rentrée littéraire, hein, donc vous inquiétez pas, on va en bouffer du bouquin. Vous allez d'ailleurs pouvoir préparer gentiment vos achats de Noël, parce que vous allez avoir bien avant les opérations de Noël qui débuteront début décembre. Vous avez, à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre, des promos, parce que on a beaucoup d'ouvrages qu'on ne veut pas laisser nécessairement vieillir, qui doivent trouver preneur. Et donc, je vous conseille de regarder le site. Pendant un mois, vous allez avoir des promos sur pas mal de livres, parce que, si vous voulez, maintenant, on va vers les 70 livres publiés Révolu, ce qui fait une maison d'édition quand même solide, et qui vous réserve encore pas mal de surprises, mais qui durera le temps que vous la ferez durer, ni plus ni moins. Tant qu'on y est, en termes de soutien, maintenant vous avez plusieurs manières de soutenir le cercle. Je vais quand même me permettre de vous les rappeler. Vous avez maintenant, qui est une nouveauté, qui est d'entrer dans nos troupes. Donc vous avez le système d'adhésion qui est prêt, on vous l'avait promis. En réalité, il est prêt depuis un petit moment. Il a été testé pendant l'été et vous êtes déjà une centaine alors que ça n'a été mis nulle part. Je n'en ai pas, comme dirait Marlène Schiappa, je n'en ai pas pipé mot. Et à défaut d'autre chose, vous pouvez maintenant devenir un membre du Cercle Aristote. Ce n'était pas nécessairement le cas avant. Vous avez également le retour des unités territoriales. Ça va être notre grand défi de ces mois-ci, de relancer tous les cercles de province. Voilà. Ceux d'entre vous d'ailleurs qui veulent en monter un dans leur région, eh bien, vous avez des vadémécum possibles si vous joignez nos équipes. Vous allez avoir toutes les descriptions, tous les contacts nécessaires en description pour avoir des cercles dans vos provinces, parce qu'il faut un maillage territorial serré et essayer de faire la paix entre les principaux groupes nationaux, ce qui implique au passage de chaque chef de groupe une neutralité assez parfaite dans les querelles intestines de la famille souverainiste, sur laquelle d'ailleurs je vais devoir, bien malgré moi, revenir assez rapidement. Pour encore nous soutenir, vous avez les dons directs sur le site, les dons défiscalisés. N'oubliez pas que il suffit de les demander, les fiches défiscalisées, jusqu'à la fin de l'année fiscale, qui est donc le 31. Vous avez également le fait de porter vos compétences au sein du Cercle Aristote. Vous avez à intervalles réguliers sur nos sites des demandes, de ce qu'on appelle des fiches de poste, auxquelles vous pouvez répondre. Vous avez notre page Tipeee, pour ceux qui veulent nous aider de manière régulière. Et vous avez d'autres grands projets qui arrivent. J'en donnerai 2 qui seront tous les 2 opérationnels dans les mois à venir, et un assez rapidement, qui est donc des produits dérivés. Ça, vous les avez demandés. Hein. Donc venez pas dire qu'on ne répond pas à ce que vous voulez. Hein. Rappelez-vous l'affaire de l'Antifa qui a voulu pas atteindre à la vie, mais qui a voulu s'attaquer à votre serviteur. Je lui ai proposé de lui envoyer un mug, parce que je ne peux pas lui envoyer un livre. À quoi ça va lui servir? Hein, on n'envoie pas des couteaux aux poules. Et malheureusement, vous avez dit, et nous, pourquoi pas les mugs, etc. Voilà, donc si vous voulez, vous les avez demandés, hein, donc venez pas vous plaindre. Et en plus, comme je vous l'ai dit, l'ère de la réinformation, à mon sens, se termine, parce que pour être réinformé, il faut être apte à capter l'information. Donc nous allons aller vers de la formation, et les cycles de formation vont commencer pour former des cadres aptes, parce que je ne vous cache pas, ça va un peu tanguer, que malheureusement, je vous en prie, pour le coup, croyez-moi, je vis dans mon propre cauchemar. Donc, il va falloir des hommes un peu solides et formés de manière un peu rigoureuse pour ce qui va venir. Donc, nous allons mettre ces formations à l'eau relativement rapidement. Donc, préparez-vous justement pour avoir des cadres un peu plus solides que ce que le milieu national est capable de pondre aujourd'hui, car nous allons vivre
nous allons vivre quelque chose qui est à mi-chemin, enfin quelque chose qui pourrait être vécu comme l'enfer de Dante, mais en mode léger et non sérieux, c'est-à-dire quelque chose qui est à mi-chemin vous savez, ce film avec Reese Witherspoon sur une blonde, comment ça s'appelle ? La revanche d'une blonde ? Ouais, c'est quelque chose qui est entre Apocalypse Now et La revanche d'une blonde, si vous voulez, un truc absolument atroce. C'est Cannibal Holocaust sur Canal+, quoi. Ouais, voilà, Cannibal Holocaust sur Canal+, tu vois, c'est-à-dire ça aura même pas la beauté de la ruine, tu vois. Donc, voilà, grosso modo, toutes les grandes nouveautés de votre cercle. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour... plus vous serez nombreux, plus vous aurez envie d'en faire, plus on en fera et plus on arrivera à faire un mouvement unitaire et ayant vocation à l'unification. Parce que, à titre personnel, je n'ai aucune envie d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je dis juste qu'il y a beaucoup de choses à faire et que le camp national ne travaille pas assez face à, le rouleau compresseur mondialisme, je vais en parler dans le grand entretien, mais quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir réussi, le mondialisme est dans cette tenaille qui à un moment prend toutes les pensées impériales, qui est de dire est-ce qu'on détruit l'ennemi en envoyant nos peuples, mais ces peuples on les a détruits. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les revirilise, mais si on les revirilise, ils vont s'en prendre à nous. Le problème c'est que si on les détruit totalement, qui on va balancer contre l'ennemi ? Vous voyez, c'est cette tenaille-là dans laquelle est l'Occident décadent, c'est-à-dire notre objectif c'est de garer les chars de la Gay Pride sur la place rouge. Le problème c'est que les chars de la Gay Pride n'étant pas automoteurs, il faudrait quand même mettre des tankistes sur des vrais tanks pour arriver jusqu'à Moscou. Vous voyez, mais le problème c'est que si on crée des tankistes, ils vont nous rouler dessus. Donc vous voyez, c'est dans cette tenaille que sont nos maîtres. Et je pense qu'ils ont décidé que, foutu pour foutu, comme d'autres diraient dans un autre contexte actuellement, mieux vaut tenter de retourner la table pour voir ce qui va en sortir. Donc, essayons de nous bloquer, de nous coaguler et de nous souder, parce que, comme dirait l'autre, l'hiver arrive. Voilà, position tortue pour tout le monde. Ensemble. Position on tortue, porte épilum. Shinzo Abe, Gorbatchev, Jean Bachelor, François Bernard Huyghe. Donc il y a eu quand même 4 grands disparus de l'été. On va essayer de voir, parce que ça permet de faire des leçons de choses. Voilà. Le Premier ministre Abe, le père de ce qu'on a appelé les Abenomics, donc si vous voulez, cette manière de faire du patriotisme économique encore et financier, un peu agressive. Il était un patriote, un nationaliste japonais, il mérite d'être élevé à ce rang. Il a été assassiné de manière assez lâche dans un attentat fait a priori par un déséquilibré, parce que maintenant tout le monde est déséquilibré, d'ailleurs si votre voisin est équilibré, appelez les flics, mais par un déséquilibré qui aurait perdu sa famille en raison des agissements de la secte Moon, et qui aurait voulu lui faire payer. Et voyons, chose simplement, l'homme et sa mort. Déjà, on peut peut-être commencer par une comparaison, enfin, si elle est possible. Son slogan de campagne, quand même, c'était « Remettre sur pied le Japon ». Ça rappelle un autre slogan d'un Américain. Oui, d'un certain Américain. Et en réalité, c'est une mort qui est très tragique pour différentes choses. Premièrement, Abe, on peut tout à fait critiquer la manière dont il laissait faire, entre autres, la Banque centrale du Japon. Oui, mais, Delamarche. Entre autres, notre camarade Olivier Delamarche. La seule chose, c'est que je pense qu'il y avait, en réalité, la dette cache toujours un problème structurel. Le problème structurel du Japon, c'est qu'il n'y a plus de petits Japonais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes qui porteront la dette. La dette en elle-même, il faut arrêter les discours... parce que si on prend les discours sur la dette au sérieux, c'est-à-dire scénario chaleur et lumière, on ruine nos enfants, qui sont des trucs en plus qui en plus sont techniquement faux pour la plupart. Là, c'est un coup à se faire seppuku, justement. Donc, sortons de ça. Je pense qu'il y avait chez le Premier ministre Abe une volonté
de poursuivre l'œuvre du nationalisme japonais, du nationalisme économique tel qu'il s'est cristallisé autour du Meiji, entre autres, à partir de 1945, du moins, surtout à partir des années 60-70, mais dans les années de reconstruction puis de construction de l'État japonais et de son omniprésent ministère horizontal de planification qui est le MITI, c'est une structure très originale, puisque le MITI, c'était un ministère qui était présent dans tous les autres ministères. Vous voyez, c'est une sorte à la fois de ministère institutionnel et de corps d'élite transversal, dont le but était un nationalisme économique appliqué. Et tous les grands pays qui ont émergé sur le modèle japonais, qui était lui-même une radicalisation. Jacques Sapir, dans son ouvrage extraordinaire, qui a vocation à devenir un classique sur la planification, que nous avons eu l'honneur de publier, voit bien qu'en réalité, il y a une sorte d'imitation, radicalisation du modèle français dans le modèle japonais. Bon. Et Abe voulait en partie revenir un peu à cet esprit-là. On l'a dit, alors c'est les œuvres de Le Chevalier, entre autres, sur ce qu'on appelle le néolibéralisme à la japonaise. On l'a dit très libéral, le problème c'est que si on confond le libéralisme à l'occidental et cette tendance acharnée au travail que Abe et les conservateurs japonais, mais également d'autres politiciens japonais non conservateurs, poussent, ce n'est pas un libéralisme, c'est seulement que c'est une population dont l'honneur est devenu le travail. Vous voyez ? C'est pas par libéralisme que les Asiatiques bossent plus que les autres. Il n'y a pas d'Alain Minc japonais, encore heureux pour eux. Et donc, le travailler plus pour gagner plus, c'est pas nécessairement ça. C'est qu'il y a une éthique du travail au Japon qui fait que, par exemple, quand on a voulu, pour éviter les morts sur le lieu de travail, le Japon est l'un des pays les plus touchés par ça, on a voulu leur donner plus de vacances et on dit mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Vous voyez, c'est pas du tout la mentalité libérale, ni à l'américaine, ni à l'européenne. Donc, le Abe a aussi tenté des expérimentations financières et économiques, certaines heureuses, certaines malheureuses, mais il voulait réellement remettre au cœur le nationalisme japonais. Et je remarque qu'il est assassiné. Alors, que la secte Moon ait eu des alliés dans le parti conservateur japonais, c'est possible. La secte Moon, comme vous le rappelez, c'était, comme certains s'en rappellent, entre autres parce qu'elle a financé le Front National français par l'intermédiaire de Pierre Sérac, la secte Moon était une puissante holding occidentaliste et proche d'ailleurs des services spéciaux américains, tenue par le révérend Moon, et c'était une puissante holding anticommuniste. Tout homme politique japonais conservateur de l'âge de Abe a commencé sa carrière à la fin de la guerre froide dans l'anticommunisme. Je vous rappelle que la fraction armée rouge japonaise était un groupe très sérieux de combat, avec cette très belle femme qui était la terrible guerrière rouge, qui était la chef de l'armée rouge japonaise, qui a été arrêtée plusieurs années plus tard, qui a été arrêtée il n'y a pas encore si longtemps que ça au Japon, donc, pour pouvoir rentrer au Japon. Et Abe était un anticommuniste, oui, comme tout homme politique de droite japonais. Est-ce qu'il était particulièrement proche de la secte Moon ? A priori, pas tant que ça. Est-ce que ça méritait d'être exécuté de manière ignominieuse par un mec qui a tiré dans le dos avec une arme qui est une sorte de fusil à pompe de braconnage, pour employer le terme d'un camarade, c'est-à-dire une arme imprimée 3D. Oui, ça rappelle un peu le film avec Malkovich. Oui, ça rappelle tout à fait dans la peau de John Malkovich. Pas dans la peau de John Malkovich, oui, je raconte dans la ligne de mire, Clint Eastwood, John Malkovich. C'est-à-dire, vous savez, où il avait une sorte de ce qui n'est même pas un Glock, quoi, qui est une sorte un Glock, c'est un 80% plastique. C'est une sorte de truc à ressort où il pouvait tirer 2 balles. Et c'est dans la ligne de mire, donc avec Clint Eastwood au sommet de son art. Et un John Malkovich particulièrement inquiétant d'ailleurs. Mais ce qui est très drôle, c'est que Abe est tué. Je ne dis pas qu'il y a un lien de causalité, je n'en ai absolument pas. Je dis juste qu'il était le seul homme politique de premier plan japonais qui disait que le Japon, qui est l'un des pays, le seul pays asiatique qui a pris des sanctions contre la Russie et qui s'y est tenu. À titre personnel, j'aurais beaucoup de doutes sur l'effectivité des sanctions coréennes. Beaucoup de doutes. Pour le peu qui ont été pris. Qui ont été effectivement prises. Mais
le Japon a beaucoup déçu les Russes, a énormément déçu Vladimir Poutine à titre personnel, puisque toute personne qui lit les œuvres de Vladimir Poutine, traduites par Romain Bessonnet, dont les 2 premiers tomes sont déjà parus, bon, un tome spécial Ukraine et un tome chronologique, le 3e tome arrive dans 1 mois et demi, 2 mois, voit à quel point Vladimir Poutine est un fou amoureux du Japon. C'est la presse à laquelle il aime parler le plus. Comme il adore le judo, il fait en sorte d'avoir 1 ou 2 questions sur le judo, etc. Les Russes ont été extrêmement surpris par le caractère virulent des Japonais là-dessus. Et Abe est l'un des seuls qui, par nationalisme, parce que la multipolarité est un fait qui s'impose, et qu'on ne fait pas la guerre contre le monde entier. Et a voulu par réalisme que le Japon se pose des questions et ne fasse pas la bêtise de s'auto-sanctionner, parce que dans les sanctions occidentales, il y a avant tout un critère d'autosanction, alors qu'aucun pays asiatique majeur, à l'exception de la Corée du Sud, qui, je vous le dis, j'ai de très gros doutes sur l'effectivité des dispositifs, n'a pris ces sanctions. La Chine, évidemment que non, le Vietnam non plus, l'Indonésie non plus. Donc à un moment, c'est avec tous ces pays-là qu'il faut... Aujourd'hui, le forum commercial d'Extrême-Orient qui se termine est un rendez-vous mondial, et je vous rappelle que vers le 17, 18, 19 septembre, il y a la rencontre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est un événement mondial. Parce que vous aurez des rencontres bilatérales, Poutine, Xi Jinping, Poutine, Modi. Voilà. C'est-à-dire Russie, Chine, Inde. Ça pèse 2,6 milliards. Okay, donc, à un moment, il va falloir quand même regarder le monde tel qu'il est. Abe l'a fait, et je pense malheureusement qu'aucun dirigeant japonais n'osera maintenant dire que le monde est monde. On peut peut-être rappeler aussi que c'était un Premier ministre militariste qui avait pour objectif de remilitariser le Japon. C'est un nationaliste japonais qui voulait que le Japon assume que sa force d'autodéfense... Moi j'adore quand on me dit la force d'autodéfense japonaise, c'est mon armée. C'est l'une des 5 plus grandes des 5 marines de guerre les plus prêtes à la guerre au monde. Donc à un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il y a des tas de questions qui vont se poser dans l'avenir sur le Japon. Je rappelle que le cas du Japon est extrêmement différent du cas de l'Allemagne. Les Américains, y compris un homme admirable qui était, qui était MacArthur, ont peut-être fait de grosses erreurs par à la fois culturalisme, les écrits de Ruth Benedict par exemple, sur la chrysanthème et le sabre, et par exemple en voulant accuser la culture traditionnelle du Bushido, du militarisme japonais. Si vous voulez, le nazisme n'est pas une trahison du pan-germanisme, il en est l'aboutissement. Le militarisme japonais n'est pas le Japon traditionnel, ni même le Japon moderne. Ce qui est arrivé au Japon, c'est d'être colonisé par son armée d'occupation, qui était l'armée d'occupation du Guandong, l'armée d'occupation des colonies en Chine. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une OAS qui aurait réussi. Mais oui, c'est une faction. Voilà, c'est une OS, mais avec des gens sérieux, pas de buveurs d'anisette, etc. Hein, avec des gens sérieux. Ouais. Donc, qui a vaincu l'État japonais. Et je pense que ne serait-ce que le fait que l'empereur ait renoncé à sa divinité, etc., il y a des choses suffisantes pour qu'à un moment, on arrête avec ces bêtises. Je rappelle qu'on a laissé la Bundeswehr exister, alors que les crimes de l'Allemagne sont sans commune mesure. Donc, à un moment, il va falloir quand même se calmer. Le Japon va s'inclure dans la multipolarité. La seule chose, c'est que la mort de Abe lui fait perdre un certain temps. Évidemment, il y aura les petites querelles sur quand le Abe allait rendre visite, allait rendre hommage aux martyrs, aux kamikazes et aux martyrs militaires japonais. Je rappelle que les premiers ministres japonais le faisaient dans les années 70 et que la Chine était très contente de ne rien dire à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, la Russie et la Chine, je vous rappelle que se sont tirés dessus dans le cadre de la rupture sino-soviétique et que le Japon avait pris très discrètement plutôt fait et cause pour la Chine. Donc, arrêtons les querelles mémorielles quand elles n'ont pas de ressort actuel. Hein, si vous voulez, si un pays comme la Pologne demande du fric à l'Allemagne, c'est que le pan-germanisme fait toujours souffrir toute l'Europe, toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, le militarisme japonais n'est pas une menace pour qui que ce soit, et quand on est sérieux, voilà, et c'est ce que Abe avait compris, ce que malheureusement, j'ai peur que
peu de politiciens, même conservateurs japonais, n'osent dire dans un avenir proche à cause de sa mort. Je ne dis pas qu'il y a un lien, absolument pas. C'est un déséquilibré qu'il a fait, mais vous savez, il y a un côté superstitieux chez les hommes d'État. Dire, bon, voilà, lui il a osé, ça lui a pas porté bonheur, moi je vais peut-être, comme ça, j'aurai pas d'ennui. Je ne dis absolument pas qu'il est mort en raison de ça, je dis juste que ça va avoir un effet. Tout comme il y a certains hommes qui emportent avec eux, voilà, si René Capitan avait eu 10 ans de vie, on aurait eu la participation. S'il avait eu 10 ans de vie de plus, bon, Capitan est mort, la participation s'est assoupie avec lui. Point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. On va être beaucoup plus rapide sur Mikhaïl Gorbatchev, et que alors là, l'Occident pleurniche sur sur cet ancien speaker des pubs de Pizza Hut. Donc, alors, je ne savais pas que Pizza Hut était aussi sensible. Je rigole. En réalité, Mikhaïl Gorbatchev est Mikhaïl Gorbatchev, c'est le mort au bon moment parce que l'Occident dit voilà la Russie qu'on aimait. Ok, oui. on va revenir sur la Russie qu'on aimait. Mikhaïl Gorbatchev est l'un des hommes les plus haïs de l'histoire récente de Russie. Vladimir Poutine. Avec Boris Yeltsin. Avec Boris Yeltsin, mis à part qu'à la fin, Gorbatchev était plus haï que Helsinki, parce que pour beaucoup de Russes, Helsinki appelle Poutine. Et c'est ce qui le... Alors que Helsinki et des gens qu'on a oubliés, comme Gaïdar, sont... Enfin, c'est quand même des gens qui ont fait régresser l'espérance de vie de l'homme russe de la rue de 6 ans. Si vous ne détestez pas ces gens-là, qu'est-ce qu'il vous faut ? Tu avais rappelé que Yeltsin avait fait tirer au canon sur le Parlement, je crois. Bien sûr, oui, mais c'était, attention, c'était contre les communistes, donc ça on a le droit. La démocratie, tu sais, la démocratie, le truc qu'a inventé David Crockett. Mikhaïl Gorbatchev, qui c'était ? C'est un homme qui avait été poussé par Andropov qui était ancien patron du KGB. Andropov était l'un des hommes du rapport du début des années 80, qui fait un état absolument chirurgical de l'Union soviétique. C'est-à-dire que les hommes qui gèrent la fin de l'URSS, Andropov, Tchernenko, puis Gorbatchev, savent exactement dans quelle mouise on est. Et c'est là où Gorbatchev va avoir une idée qui, parce que c'était un analyste froid, sans grande... Jacques Sapir a fait un texte, à mon avis, définitif sur Gorbatchev, que je vous recommande à plus d'un titre, c'est souvent le cas des écrits de Maître Jacques, et... le problème de Gorbatchev, c'est que c'est un analyste extrêmement froid. Et donc, sur le papier, ça va se tenir. Et dans la réalité, ça ne se tiendra pas. En réalité, son modèle, c'est qui ? C'est Deng Xiaoping. C'est-à-dire de dire, écoutez, on va utiliser 3 notions. Nous, on se rappelle que la perestroïka, la glasnost, le problème, c'est qu'on a une troisième, qui équivaut en russe, on traduit à l'accélération. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est si vous voulez, le renouveau, la perestroïka, avec une transparence tout à fait relative, qui, avant tout, sert à ne pas libéraliser politiquement. Il faut que les débats soient plus libres, mais que la structure du pouvoir reste verticale, parce qu'il faut aider à cette troisième notion d'accélération économique, une sorte de nouvelle NEP, pour parler comme Lénine, et en réalité de faire ce qu'a fait Deng. Le problème, c'est que ce n'est pas Deng Xiaoping qui veut. Deng Xiaoping est l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Et Gorbatchev va faire une grosse erreur. Il ne va rien promettre aux Russes. Deng Xiaoping était le maintien de l'État autoritaire contre la prospérité économique à échéance de 2 générations. Deng Xiaoping a tenu parole. Enfin, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping. Ces hommes ont tenu parole. Jusque-là, en tout cas. C'est plus compliqué dans la Chine d'aujourd'hui. Mais, de l'autre côté, Gorbatchev va laisser la critique devenir libre, ne pas avoir de projet de société, et dire juste que le pluralisme politique, il faut éviter. Ce en quoi il avait raison, vu qu'il fallait il fallait d'abord avoir une accumulation de capital suffisante, enfin, si tu veux, un stade de développement qui permettait la libéralisation politique. Évidemment, la libération de la parole va emporter l'Union soviétique, avant que l'accélération économique ait lieu. Tout simplement parce que l'État soviétique va par le culte de la privatisation, va faire revenir les boyards, les seigneurs de guerre, anciens hauts fonctionnaires soviétiques qui se retrouvent à la tête d'entreprises d'État privatisées et les vendent souvent à l'étranger aux plus offrants. Pour ensuite
se refaire dans une économie qu'il faut être honnête et semi-mafieuse au minimum. Et ça va emporter l'effondrement de la Russie et surtout la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'on va arriver dans des pays où il n'y avait jamais eu de passage aux frontières et par exemple 2 familles, côté ukrainien, côté russe, vont se retrouver dans 2 pays différents, etc. Et ça va être pour les Russes un crève-cœur dont nous voyons encore les résultats aujourd'hui. Résultat, Vladimir Poutine a fait le minimum syndical, il n'y a pas eu de salve de canon, il n'y a pas eu de... Mais il a eu quand même des funérailles, on peut dire semi-officielles. Poutine ne pouvait pas faire plus avec l'un des hommes les plus haïs de l'histoire russe de ce siècle. Il n'y a que l'Occident qui ait pleuré pour lui en disant « Oh, il était opposant à Vladimir Poutine », ce qui est faux. Il a critiqué Poutine, il l'a aussi beaucoup appuyé. Le problème, c'est que Gorbatchev, en réalité d'ailleurs vous vous en foutez. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon russe. Voilà. C'est la technique d'ailleurs du raciste primaire. Ah mais non, mais moi, je ne suis pas raciste, mon chien est noir. Mais voilà, ça c'est notre bon russe. Ouais. Ça c'est un problème colonial. Un problème colonial. Donc voilà, l'Occident a pu pleurer son héros, ancien speaker, ancien figurant de pub Pizza Hut. Hein, voilà, donc peut-être que Vladimir Poutine terminera pizzaiolo dans les prochaines campagnes Pizza Hut. J'ai des doutes quand même. Si on prend l'actualité française, il y a 2 grandes pertes. Premièrement, un de nos ennemis et adversaires, mais qui était un homme tout à fait respectable, qui est Jean Bachelard. Pour faire très vite, qui est Jean Bachelard, c'est un libéral aronien, mondialiste, européiste, mais il était certainement le dernier intellectuel organique de sa race et de son clan. D'ailleurs, les mondialistes français ont très peu utilisé son œuvre, qui est une œuvre multiple sur le devenir du capitalisme, beaucoup de polémologie, beaucoup d'histoire de world history, un grand monsieur, il faut être honnête, un ennemi de qualité comme nous n'en aurons plus, parce que, et qui d'ailleurs n'a jamais pu percer chez les siens. Résultat, nous sommes ses derniers lecteurs, et je vous le recommande. Ce n'était pas un ami de la France, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était néanmoins un intellectuel de premier plan qui a eu le droit à 2 brèves et qui méritait bien plus. Dernier point, et ça va me faire beaucoup de mal, parce que je viens de l'apprendre au moment où je vous parle. Je l'ai appris il y a 15 minutes. Un ami, François-Bernard Huyghe, nous a quittés, un ami du cercle, un ami personnel, quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup. Qui est François-Bernard Huyghe? Je dirais que c'est l'un des meilleurs élèves de Régis Debray, ce qui dans ma bouche n'est pas rien. C'était un vrai médiologue. Alors, je sais que la petite faune de tout ce qui bouille, gribouille et scribouille, est allée chercher ses engagements de jeunesse en disant « Ah oui, vous savez, il a été à la droite de la droite. » Il y en a qui sont à la droite de Dieu, il y en a qui sont à la droite de la connerie, mais à la droite de la connerie, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Donc, il a fini chez Chevènement. Quel drôle de parcours. En réalité, c'était un esprit réellement libre. Par exemple, c'est un secret de Polichinelle que dans ses premiers ouvrages, où il a écrit sur la langue de coton, où il a écrit sur la soft idéologie, ce qu'on appelait le totalitarisme de la langue de coton, la notion de soft idéologie, il l'écrit avec un homme qui, je crois, se fait appeler Corbus dans le livre, et qui n'est autre que Guillaume Faye. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Et François Bernard a écrit dans le Pourquoi combattre, qui était un homme extraordinaire, qui était un homme adorable, où il était venu parler de l'art de la guerre idéologique. C'est lui qui avait démasqué la notion de fake news. J'en profite pour saluer gentiment Tristan Mendes France, ce sympathique petit-fils de profession. C'est François Bernard qui avait écrit de grands ouvrages, à la fois de polémologie, de médiologie, sur les maîtres du faire croire, la 4e guerre mondiale, faire mourir et faire croire, sur l'aspect stratégique de l'utilisation des médias et de la communication. C'était en plus, à titre humain, un homme qui avait eu une terrible perte et qui était très attaché aux siens, et il est parti sur la pointe des pieds, parce que c'était aussi
ce qui lui ressemblait, c'est-à-dire quelque chose d'un homme extraordinairement discret, mais un homme inoubliable. Il avait, en plus, il venait d'une grande lignée intellectuelle. Il était le fils du grand critique spécialiste d'histoire de l'art, René Huyghe. C'est une très grande perte pour nous tous, une grande perte pour la médiologie. Un honnête homme s'en est allé et que, voilà, bon, j'espère que beaucoup de jeunes gens qui s'intéressent à la polémologie et à la médiologie liront et commenteront son œuvre parce qu'ils le méritent. Et j'espère qu'on fera quelque chose autour de sa mémoire bientôt. Je n'ai rien à l'esprit parce que je viens de l'encaisser. Et que, titre personnel, voilà, en tout cas, nous, on ne l'oubliera pas. Et voilà, c'est comme on dit dans le judaïsme, c'était un mensch, c'était un vrai mec. Et ben après ces bonnes paroles, on va pouvoir entamer sur l'actu nationale. On va commencer avec un sujet un peu léger, quoique je crois que tu avais envie de parler de Sandrine Rousseau et de la sortie de son nouveau livre. Par-delà l'Androcène. Ah oui, par-delà l'Androcène, ah oui, c'est cool ça. Oui, oui. Alors, parce que je cherchais le sujet le plus tarte de cet été et je voulais traiter de l'élection chez les Républicains. Mais vous savez, ce truc passionnant où M. Ciotti va se friter avec M. Retailleau. Si vous voulez, il y a eu Ali Forman, maintenant il y aura Retailleau-Ciotti. Après, le capitaine fracassé, hein, vous voyez. Mais non, Sandrine règne. Je pense qu'il y aura dans la communication politique française un avant et un après Sandrine Rousseau. Parce que on était habitué à Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo, c'est quoi? C'est du romantisme noir. Voilà, je pense que c'est une femme qui a tellement aimé le Paris romantique, c'est le Pont des Arts, Ladybug et Chat Noir, qu'elle a pris un peu trop au sérieux, tu sais, cette chanson d'amour, on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort, tu vois, et elle a pris le rat mort un tout petit peu trop en oui, elle n'a pas su l'orthographier. Elle n'a pas su l'orthographier, c'est le problème d'éducation nationale, mais grâce à Sandrine, on a passé quelque chose au-dessus, c'est-à-dire, rappelle-toi ce que j'avais dit sur ma théorie politique sur l'utilisation de la nouvelle psychiatrie punitive. C'est-à-dire on ne te met plus en endroit fermé avec les fous, on fait sortir les fous pour qu'ils te gardent eux-mêmes en ambulatoire. C'est-à-dire de la psychiatrie punitive en ambulatoire. Eh bien, on en est là. Sandrine, c'est ça. Les hommes, les petits garçons, tu vois, maintenant on en est à vouloir flinguer les petits garçons, tu vois. Vous vous rendez compte, les petits garçons, ils sont destinés à faire des barbecues. Et le barbecue, vous vous rendez compte, c'est horrible. L'homme qui retire de la viande et qui la donne à la femme, enfin, c'est fascisme. Et là, je me suis dit, c'est les mêmes qui te vendent les hommes enceints et qui veulent faire liquider les ouvrages de biologie de 4e. Tu sais, c'est cet extrait des Monty Python, tu sais, où un homme veut dire Why you speak about women all the time? I want to be one. Elle s'appelle Loretta. Hein, dans le film. Loretta, elle s'appelle Loretta. Et à un moment, il dit, mais on se bat contre l'oppression. Non, il se bat contre la réalité. Or, la réalité est oppressive, tout est oppressif, le barbecue est oppressif. Donc, si tu veux, maintenant, on a le fascisme du barbecue. Le Nuremberg, une entrecôte. Là, alors que je dénie à ces gens de parler d'écologie. L'écologie, premièrement, l'écologie, comme son nom l'indique, c'est une science, c'est quelque chose de sérieux, déjà. On rappellera les livres de Philippe Murer. On rappellera entre autres les livres de Philippe Murer, les livres de Bertrand Alliot. Il y a des moyens d'être écologiste sans être taré. Parce que là, le problème, c'est un problème. Alors on me dit, vous vous attaquez à elle parce qu'elle est une femme. Pas du tout. Je m'attaque à elle parce qu'on n'aurait pas fait Sandrine Rousseau à Marie-France Garot. Marie-France Garot était une femme sérieuse, croyez-moi bien. Moi, pour lui avoir parlé, vous preniez une leçon de sérieux quand vous étiez en face de Marie-France Garot. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais moi j'ai eu une demi-heure de volée de bois vert par Marie-France Garot, je peux vous assurer, je ne l'oublierai jamais. Aux fondamentaux, quand on était étudiant, on disait que pour qu'une collectivité humaine, qu'un État soit souverain,
il fallait qu'il dispose de 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Ça date de Philippe le Bel, on a quand même eu le temps de s'en pénétrer. Mais c'est ce qui fonde la souveraineté française à l'époque face à la souveraineté de l'Empire germanique qui était notre voisin. Et ce problème de souveraineté qui détermine le reste, bien entendu, c'est celui du président de la République. Alors là, on vient de voir les problèmes du gouvernement, très important, mais le problème celui du président de la République. Est-ce que notre État, notre pays, existe encore? Si on est rigoureux, la réponse est non. C'est terrifiant que la femme politique, et j'ai trop de respect pour le génie féminin et pour la féminité, pour dire qu'une nana dont le fantasme est Monsieur Patate, manque de peau, elle l'a déjà liquidée à l'éplucheuse à légumes parce que Sandrine Rousseau s'était fait connaître par un roman où un homme se faisait éplucher la poitrine à l'économiseur à légumes, ce qui veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont que ça à foutre. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, pour un bon assassinat, gâteau de riz moucheté de ketchup, 2 dans le buffet, 1 dans le caisson, ça va quand même beaucoup plus vite. Et de dire que c'est ça l'avenir de la femme politique et que c'est ça l'avenir du débat en France. Premièrement, quand on est écologiste, et là je répondrai à un homme qui pourtant est d'ordinaire beaucoup mieux inspiré, que c'est un homme très intelligent, qui est Olivier Plastré, qui est connu par sa chaîne Xerfi Canal. Il dit la relocalisation ne sera pas nécessairement écologique. C'est vrai, vous avez raison, mais je croyais que vous étiez pour la relocalisation, vous. Ah, c'est que maintenant qu'elle est pensable, maintenant qu'elle est impérativement nécessaire, maintenant que dans les faits elle a légèrement lieu, là, les donneurs d'ordre ne sont pas contents. Ouais, là, les donneurs d'ordre ne sont pas contents. Vous avez raison, elle ne sera pas nécessairement écologique, mais premièrement, est-ce de l'écologie de délocaliser notre pollution dans des terres pauvres à des peuples pauvres? Ah oui, nous on fait de l'économie verte, oui. Mais on réimporte le dégueulasse, et on le fait bien dégueulasse là-bas, parce que c'est des peuples qui méritent ça. Et nous, parce qu'on a bon cœur. Et deuxièmement, qui dit relocalisation dit de repenser totalement le circuit économique. On ne va pas relocaliser les usines telles quelles que nous avons vendues à la Chine, ils ne les ont jamais volées. Hein. Ça, je refuse ce truc-là. Dans les années 70 et 80, évidemment, on ne va pas faire, ça ne va pas être le même mouvement. Ça va nous obliger à repenser. Mais c'est bien, ça nous obligera à sortir les doigts de là où ils sont. Donc, mais d'oser dire que c'est les petits garçons, de criminaliser les petits garçons, alors évidemment vous avez les droitards en face qui disent non, c'est les femmes qui polluent, mais arrêtez, sortez de ça, psychiatrie. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que c'est une très bonne cliente, Sandrine Rousseau, pour les Ah mais chaînes. C'est sûr qu'elle en balance, je vais dire comme on disait dans Capitaine Conan, hein, général il en faut 3 étoiles pour balancer de ce calibre-là, donc oui d'accord, elle en balance du calibre. Mais à un moment, il faut voir ça comme ce que c'est, c'est-à-dire un moment, psychiatrie, on arrête, terminé, on a bien rigolé, on s'est bien foutu de sa gueule, terminé. On ne va pas éternellement prendre en otage le débat public français, particulièrement sur l'écologie, qui est une notion sérieuse, parce qu'elle veut la mort de Yannick Jadot. Parce que la vraie raison, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une guerre médiatique entre Jadot, qui est en train d'être cornérisé, parce qu'elle parle à la partie la plus allumée des Verts, et résultat, lui, il a rien à dire parce que le discours de la raison ne peut rien contre la folie en frontal. Le seul problème avec les dingos, c'est qu'il faut les isoler le temps que la crise passe. Sinon, si vous participez au délire, ça devient de la folie à deux. Et ça n'aide pas le patient. Alors vous me direz, vous n'avez pas le droit de la psychiatriser, vous avez toujours dit que vous n'aimiez pas la psychiatrie punitive. Je n'entends absolument pas la punir, je dis juste qu'à un moment, il faut parler de choses très sérieuses, il y a des vrais problèmes écologiques, et de criminaliser les gens particulièrement, de criminaliser... Enfin, vous vous rendez compte que ce discours-là, ça aboutit à Macron qui vous dit la fin de l'abondance, hein, alors que la plupart des Français voient leur niveau de vie s'effondrer de jour en jour. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Enfin, je ne sais pas si on est au courant, mais Sandrine Rousseau, elle vit au minimum avec 10 à 12 000 euros par mois. Elle est qui, elle, pour dire que c'est l'ouvrier au SMIC qui pollue ? Mais quelle indécence ! Quelle indécence ! Derrière le fait, moi je suis désolé,
Le problème de Sandrine Rousseau, c'est que c'est quelqu'un qui a compris, et ça c'est gré de ça, que la réalité était devenue caricaturale et que pour être dans la réalité, il fallait être une caricature. Elle l'est devenue. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue qu'il faut la suivre. Donc, voilà, c'était le prix du dingue de l'année. Elle est arrivée à vaincre en insignifiance ce qui est en train d'arriver aux Républicains, je leur remercie. Mais toute personne qui prend acte qui, dans l'écologie, ne se plaint pas des flux de libre-échange transnationaux, je vous rappelle qu'un seul porte-container est plus dangereux pour la nature que la totalité du trafic de voitures individuelles. Quelqu'un qui est pour le libre-échange n'est pas un écologiste. Quelqu'un qui est pour l'écologie punitive est quelqu'un qui refuse l'écologie comme science. C'est juste un chercheur d'église qui a trouvé une chapelle et qui l'a repeint en vert. Et 3, toute personne qui ne fait pas le procès du green business ou qui ne s'attaque pas lourdement au puant pognon. Par exemple, je ne me rappelle pas d'avoir beaucoup entendu Mme Rousseau pendant les 2 ans de règne de Big Pharma pendant 2 ans. Peut-être ai-je mal entendu. Au passage, sur le libre-échange, on est d'accord que le libre-échange, c'est 3 mouvements en un. Libre-échange, financiarisation, libre circulation des personnes. Toute personne que ce triple mouvement ne gêne pas n'est pas écologiste. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien qui pollue autant que ça. Voilà. Parce que cette logique-là, qui est la logique de la substitution du rendement de la terre de la substitution du rendement de la terre à la naissance de la terre. C'est-à-dire que tu n'es pas fils d'une terre, tu as le droit à la terre parce que tu vas en donner le plus grand rendement. Cette idée-là a tué plus de gens que n'importe quelle autre. D'accord ? Et tant qu'on ne s'attaquera pas à cette idée-là, c'est-à-dire que la terre n'est pas un moyen, la terre est une part d'un tout unique dont nous faisons partie et envers lequel nous avons des devoirs. Tant que nous ne nous attaquerons pas à ça, il n'y aura pas de pensée écologique sérieuse. Et en tout cas, ce n'est pas à ça que Sandrine Rousseau veut s'attaquer et que les siens vont s'attaquer. J'ai très très peur qu'ils gênent l'intelligence écologique par ça et par une écologie punitive et pointillonne qui ne sert qu'à violer l'intimité des gens et qui par cela même est un défi à toute pensée républicaine. Ces gens-là sont des flics à brassard vert, ni plus ni moins. On va faire une petite transition transition européenne, puisque le chancelier allemand Olaf Scholz, j'ai l'impression que c'est un de tes préférés en ce moment. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. A prononcé un discours assez remarqué à Prague. Je crois que tu voulais revenir dessus, et particulièrement sur sa vision de la relation franco-allemande. La France n'est pas nommée dans ce discours, elle n'est nommée qu'à une seule occurrence comme récipiendaire des investissements d'une entreprise américaine qui, je crois, est Intel. Mais c'est à vérifier, ça peut être une autre entreprise américaine. Donc, les Allemands, une fois encore, là, étalent, nous avons un double problème qui entoure la France au niveau européiste. Un triple problème. Nous sommes face à la division du pouvoir allemand d'un côté et au changement du pouvoir britannique de l'autre. De l'autre côté, l'impérialisme allemand tombe le masque de plus en plus, c'est le discours de Prague. Alors, ville hautement symbolique pour le germanisme. Si tu veux, mais c'est caricatural, tu vois. Adolfo Ramirez, Gestapo française. Bon. Scholz fait un discours où la France n'a pas de place. Il parle de défense, et il parle bien d'une défense germano-centrée et américano-servile, et il parle également d'un mix énergétique dans lequel toutes les énergies sont indiquées, sauf une, le nucléaire. Donc c'est un discours dont la principale cible est la destruction de la France. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit éclaircissement sur pourquoi les Allemands sont aussi frileux par rapport au nucléaire? Est-ce que c'est simplement une lubie qui vient des années 80? Mais c'est pas ça, c'est que le nucléaire, c'est la France. Et la France relie fiche de discours à la nation allemande. Si la France fait ça, nous on fera autre chose. C'est rien que ça. Donc si nous on avait été très gros sur le gaz... Ils auraient peut-être fait du nucléaire, oui bien sûr.